Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Julien Paula, le maire de Voiron. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Notre système de démocratie représentative remis en question. Nos élus seraient trop nombreux, trop privilégiés, pas assez contrôlés. Déconnectés et trop éloignés du terrain, certains veulent même pouvoir les révoquer. Les élections, elles, sont boudées par les électeurs qui se plaignent de devoir faire trop souvent des choix par défaut. Les partis politiques déboussolés sont désertés par les militants et les élus fuient même leurs investitures. Mais que se passe-t-il donc sur l'échiquier politique ? C'est donc avec un jeune élu, un maire de 35 ans, que nous planchons sur ces questions. Julien Paula, maire de Voiron, mais aussi vice-président du département de l'Isère, vice-président du Pays voironnais. Vous avez 35 ans, élu maire en 2014, à Voiron, une ville de 21 000 habitants, un territoire dont vous avez choisi de faire votre terre d'élection. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contact avec Voiron ? Oui, mon premier contact avec Voiron, il était indirect, il était furtif. C'est l'époque où j'étais étudiant à Grenoble, à Sciences Po, alors que j'étais originaire du Nord-Pas-de-Calais. Et lorsque je prenais le train, le TGV, à l'époque, Lille-Europe jusque Lyon-Pardieu, et puis ensuite on prenait le TER, le TER traverse Voiron. Donc je voyais le mail, l'église, ça m'interpellait. Et puis j'étais loin de me douter à l'époque qu'évidemment je finirais par y être installé. Et vous avez dit que j'ai choisi d'en faire ma terre d'élection. C'est pas tout à fait juste parce que j'ai choisi d'y faire ma terre de résidence d'abord et par conséquent ma terre d'élection. On va réfléchir ensemble pendant ces longues minutes à ce nouveau contexte politique, des partis déboussolés, des élus qui sont contestés, des citoyens blasés. Vous le constatez aussi sur le terrain ? Ah oui, c'est évident. C'est évident. On sent que de toute façon, les repères traditionnels auxquels on était accoutumés n'existent plus. Les gens sont désabusés. Ne voient plus dans la politique la solution véritablement pour changer leur vie. Et c'est ça qui se traduit par un triple phénomène. Le phénomène d'abstention qui a quand même gagné solidement du terrain, le phénomène de refuge dans des solutions extrêmes, finalement l'envie de se dire on va essayer de faire confiance à ceux qui jusqu'à présent n'ont pas eu leur chance, et puis après une grande volatilité aussi. Moins de fidélité, je pense, d'une élection à l'autre. Oui, bien sûr. On va revenir sur toutes ces notions. Vous avez adhéré très jeune au RPR à l'époque. Vous aviez 17 ans. C'était pour la présidentielle de Jacques Chirac. Vous vous êtes engagé après pour celle de Nicolas Sarkozy. Vous avez été vice-président de l'UMP en Isère. Aujourd'hui, on vous sent plus distant avec le parti. Bah oui, parce que d'abord, il y a une réalité qui est une réalité de capacité à gérer son temps. Moi, aujourd'hui, j'ai des responsabilités sur un territoire. Moi, j'ai quand même toujours été très vite passionné par la politique locale, par le sens de développer des projets, de pouvoir être à leur origine, de les voir sortir de terre. J'ai toujours eu le sentiment que dans l'envie de faire, il est finalement plus gratifiant de construire un projet de développement d'hôpital, de développement de quartier, de construction d'une école qu'on voit naître que d'édicter la règle quand on est législateur et puis de mesurer les effets de la loi que de manière indirecte et potentiellement sur le temps long. Donc cet esprit bâtisseur, cette capacité de voir, de toucher ce qu'on fait, d'être à portée de voix et à portée de baffe des gens, c'est parfois éprouvant, mais c'est aussi très gratifiant. Mais on évoquait cette défiance de la part des citoyens. Est-ce qu'elle ne vient pas aussi du fait que les élus aujourd'hui ont beaucoup moins de pouvoir que jadis ? Vous évoquez un maire bâtisseur. Est-ce qu'aujourd'hui un maire est encore un bâtisseur ou est-ce qu'il n'est pas finalement devenu un gestionnaire ? Le maire, il peut être bâtisseur, mais en tout cas, il ne peut plus bâtir seul. Ça, c'est une certitude. L'environnement normatif, réglementaire, nous confie quand même autrement moins de pouvoir que dans le passé. L'intercommunalité en essor, elle dessaisit quand même les maires d'une partie importante de leurs prérogatives. On est aussi dans un monde globalisé, mondialisé, dans lequel une partie importante du pouvoir a quitté les sphères politiques pour être dans les mains des acteurs économiques. Et on se demande si aujourd'hui, le PDG de Google, d'Apple, il n'a finalement pas plus de pouvoir qu'un chef d'État. En vérité, on ne se pose pas la question. On sait que c'est la réalité, malheureusement, par rapport à un certain nombre de chefs d'État. Et évidemment, tout ça, ça bouleverse complètement nos repères. Et le politique, en bout de chaîne, est moins souverain qu'il ne l'était jadis, c'est vrai.
Bon, ces bouleversements, on va s'y arrêter un petit peu, l'évolution de la vie politique. D'abord, on a beaucoup parlé du dégagisme et de la nécessité de renouvellement. Alors, je parle avec un jeune élu de 35 ans. Ça a été un des grands arguments des dernières présidentielles et surtout des législatives qui ont suivi et qui ont vu arriver au Palais Bourbon des députés, certes, jeunes et nouveaux, mais aussi inexpérimentés bien souvent. Oui, bien sûr. C'était l'effet... c'est comme toujours, hein, et en particulier dans l'histoire de France, elle fonctionne comme un balancier. On va trop loin d'un côté, et comme s'il fallait gagner le temps perdu, on va trop loin de l'autre. Et cet esprit de dégagisme, il était justifié par la volonté, à un moment donné, de désincarcérer la vie politique d'une partie de ces personnages qui n'en bougeaient plus, dont on avait le sentiment de toute façon que les élections se gagnent ou se perdent, ils étaient là, ils resteraient là pendant toujours. On était dans une alternance automatique. Oui, et puis voilà, une fois qu'on était rentré dans le système, de toute façon, on n'en sortirait plus et chacun aurait son tour. Ça, il fallait y mettre un terme, c'était malsain, c'était nécessaire. Donc moi, je comprends ça. À l'inverse, le phénomène de rejet, il a sanctionné aussi des gens qui ne méritaient pas de l'être. Des gens qui n'avaient pas démérité, qui avaient un engagement sincère, qui ont été balayés pour une question d'étiquette. Et ça, c'était pas judicieux ni pertinent. Mais est-ce que pour autant, cet argument de la virginité politique, il est valable? Non, moi je vais vous dire, j'ai toujours combattu la logique du jeunisme. Pourtant, j'ai toujours porté ce discours-là en étant un militant jeune, engagé jeune, et à la limite, c'était finalement peut-être à une époque le meilleur argument que j'avais, de dire je suis jeune. Et pourtant, j'ai jamais voulu ça. D'ailleurs, j'ai, comme vous l'avez rappelé en introduction, exercé des responsabilités multiples au sein de l'UMP dont j'étais membre, mais jamais la présidence des jeunes. C'est quelque chose que j'ai jamais voulu faire, parce que être jeune, c'est pas un argument en soi, et a fortiori pas dans la société dans laquelle on vit, où il y a des gens qui ont 75 ans, qui sont en pleine force physique, en pleine santé, qui ont plein d'énergie, et dont l'expérience est finalement un capital qui est le plus précieux. Donc, le jeunisme n'est pas une solution, mais moi, j'ai une idée assez claire de ce qui ne va pas aujourd'hui dans la société et dans la vie politique. Peut-être j'aurai l'occasion de le dire. Alors on va décortiquer tout ça. Parmi les solutions qui ont été avancées, c'est le non-cumul des mandats dans le temps. 3 mandats maximum, a-t-on dit? Oui, moi, je ne suis pas favorable à ça. J'estime que c'est une entrave au principe même de la démocratie. Le principe de notre démocratie représentative, c'est que les gens ont un panel de candidats pour faire un choix. Le système est bien fait. Il permet finalement à n'importe qui de pouvoir se présenter à une élection et s'il a une voix à porter, de tenter sa chance. Et le fait, à un moment donné, d'interdire à des gens de pouvoir être sur la ligne de départ sous prétexte qu'ils ont déjà été élus un certain nombre de fois, c'est priver les gens de faire ce choix. Et pourquoi? En vertu de quoi? Moi, j'aime rappeler quand même que les Français ou les Occidentaux, d'une manière générale, ne voient pas nécessairement d'un bon œil les mandats de George Bush aux États-Unis, comme ils sont très critiques sur la manière dont Trump gère aujourd'hui les États-Unis. Si on avait laissé à Bill Clinton la possibilité d'être candidat une 3e fois, il aurait sans doute été réélu. C'est la capacité pour lui de se représenter qui a amené Bush, et tout le monde a déploré que Bush soit là, au même titre que Barack Obama aurait sans doute été réélu face à Trump, là où Hillary Clinton a été battue. C'était l'interdiction pour lui de se présenter qui a conduit à ça. On voit bien que ça a des limites. Et il y a des gens qui sans doute ont une fraîcheur d'esprit, une capacité à faire, une énergie pour un 4e ou un 5e mandat, là où d'autres, au début du premier, sont déjà usés. Et puis ce métier d'élu, pardon, mais on a l'impression qu'il nécessite aussi de plus en plus d'expérience. Et on revient à cette inexpérience qu'on teste depuis 2 ou 3 ans. D'expérience, surtout d'expertise. Parce que c'est vrai que cet environnement réglementaire, normatif qui se renforce, c'est de plus en plus technique. Et moi, si je suis en capacité d'exercer mon mandat dans des bonnes conditions, je crois, depuis mon élection, alors même que j'étais jeune, c'est parce que j'ai quand même une formation universitaire à la chose publique qui m'a donné des bases, et puis un mandat que j'ai fait auprès du maire de Moirans, dont j'étais le directeur de cabinet, qui m'a permis d'être en immersion pendant 6 ans au sein d'une collectivité. Donc le jour où je prends mes responsabilités, je sais comment ça marche. Mais je mets au défi n'importe qui, chef d'entreprise, artisan, profession libérale, agriculteur, d'être balancé dans cet environnement-là subitement avec les acronymes, les termes techniques, les relations entre institutions qui sont quand même complexes. Le poids de l'administration, vous dites, il faut aussi y être aguerri?
Oui, mais là-dessus, je suis toujours partagé, parce que le poids de l'administration, c'est ce qui conduit à dire c'est la faute des fonctionnaires. Moi, je dis aussi que la plupart des fonctionnaires, ils ne demandent pas le pouvoir, ils ne demandent pas à prendre les décisions, et que c'est souvent parce que les politiques n'assument pas leurs responsabilités, que ça laisse un espace vacant, que les fonctionnaires, parfois malgré eux, saisissent. Voilà. Alors après, il y a peut-être des endroits où c'est différent. On parle toujours de l'administration de Bercy. Je pense que là, effectivement, on a une très haute fonction publique qui est une caste qu'il faudra un jour faire exploser. Mais il ne faut pas qu'on étende à cette réalité-là qui reste très marginale, même si évidemment elle occupe des sphères très importantes et qui comptent beaucoup, à l'ensemble de la fonction publique, parce qu'on a quand même, heureusement, des agents qui sont dévoués à la cause du service public la plupart du temps et très compétents dans leur métier. Et combien d'agents à la municipalité de Voiron? Un peu plus de 400. Il y a, dans ce contexte politique, un autre point qui est majeur, c'est la défiance vis-à-vis des grands partis traditionnels. Vous évoquiez tout à l'heure le fait de rester longtemps au pouvoir et d'institutionnaliser un peu l'alternance entre 2 ou 3 grands partis. Tout ça, ça a explosé. En fait, tout ça, c'est lié à la crise du politique. Moi, la politique, c'est quoi? C'est des idées et des hommes ou des femmes pour être les chefs et les porter, ces idées. Or, aujourd'hui, à la fois, on a une crise de chefs. Les gens ne sont pas forcément tous convaincus par Emmanuel Macron. Pourtant, il y a beaucoup de prétendants au poste de chef. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que si demain Emmanuel Macron venait à dire je démissionne, qui pour le remplacer, à l'évidence, il y a du trouble et personne ne s'impose. Il y a une vraie crise de leadership. Et puis, il y a aussi une crise des idées. Et celle-là, elle est encore plus difficile, elle est encore plus profonde. Et pourquoi? Parce que quand on a la responsabilité de devoir fixer une trajectoire, un cap pour un pays, pour une société, on doit être en capacité de se poser, de réfléchir, de raisonner sur le temps long, de développer des discours qui nécessitent une mise en contexte, de l'introduction, développement des arguments, avant de pouvoir aboutir à une conclusion, à une synthèse. C'est un processus qui ne peut pas s'improviser, qui ne peut pas se faire en claquant des doigts. Il faut prendre le temps de tout ça. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on le prend plus? Eh bien, parce qu'on est dans une société de l'immédiateté. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui commande le débat public? C'est le couple entre les chaînes d'infos en continu, qui pour exister, pour faire de l'audience, pour avoir de la matière, sont sans cesse en besoin de construire leur propre actualité, quitte à mettre sur le même rang ce qui est l'anecdote du jour avec l'information importante, et les réseaux sociaux, et les 140 caractères Twitter. Est-ce que les hommes politiques ne tombent pas dans ce piège? Mais bien sûr. D'eux-mêmes, naturellement. Mais tout ça, c'est un système. Les hommes politiques sont responsables de ça, de ne pas être capables de passer au-delà de celui qui va faire le buzz avec sa petite phrase sur Twitter pour rebondir à la déclaration du chroniqueur sur le plateau de BFM 5 minutes avant. Donc les politiques sont responsables de succomber à ça, mais les médias sont aussi responsables de fixer cet agenda, et puis le citoyen, qui quand même à la fin fait les choix, encourage aussi ça. Et on souffre du manque de profondeur dans la réflexion. Le vrai malaise, il est là. Et on devrait être en capacité à un moment donné de dire stop, de dire que si on veut discuter de la trajectoire du pays, il faut prendre un minimum de temps, il faut raisonner, il faut être serein, la petite phrase ne suffit pas, Twitter ne suffit pas. C'est compliqué, ça, effectivement. Vous évoquez le citoyen qui, in fine, est le dernier maillon de la chaîne. Vous réussissez à l'échelle d'une commune à prendre le temps d'expliquer et d'évoquer avec vos concitoyens la perspective de dans 10 ou 15 ans? En tout cas, moi, expliquer, convaincre, c'est mon quotidien. C'est ce que j'aime dans ce que je fais. Et je ne conçois pas de faire sans ça. Et la relation de proximité, elle nous met aux prises avec ça peut-être mieux que les décideurs nationaux. Parce que moi, dans un quotidien, dans une semaine lambda, je peux être amené autant à déjeuner avec les résidents de mon foyer logement ou de l'EHPAD et de discuter donc avec des gens qui sont dans la catégorie des seniors, qu'à des enfants de CM2 à qui je vais remettre le dictionnaire parce qu'ils passent au collège. J'ai dans ma liste de rendez-vous des gens qui demandent à me voir parce qu'ils ont des projets, qu'ils ont de l'argent à investir et qu'ils ne savent pas comment faire ou qui sont à la recherche d'idées, autant que des gens qui viennent nous voir parce qu'ils sont au fond du trou. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne savent pas à quoi se raccrocher, ils se disent en désespoir de cause peut-être que le maire pourra m'aider. Donc si vous voulez, on est quand même aux prises avec les réalités de la société dans toute sa diversité, avec des agriculteurs, avec des artisans, avec des chefs d'entreprise, avec des professionnels de santé. Donc on ne peut pas méconnaître la société. Et quand il y a des gens qui disent ouais, les élus ne connaissent pas la société, ça ne peut pas être vrai pour les élus locaux.
Comment vous le prenez, cet argument-là? Effectivement, on dit qu'ils sont déconnectés, hein, les élus, et hors de contrôle. Je pense que c'est vrai à une certaine strate, malheureusement. Les Vous élus êtes aussi sévère nationaux... que ça? Vous êtes aussi sévère que ça? Vous qui les fréquentez régulièrement, c'est vrai, on a des élus déconnectés. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui en témoignent. Moi, je ne vais absolument pas les mettre tous dans le même sac, hein, parce que franchement, il y a dans les élus des gens méritants, sincères, dévoués, proches du terrain, autant que des gens qui sont là pas pour les bonnes raisons. Et c'est comme la logique du tous pourris. Il y a des pourris. À l'évidence, 95% sont loin d'être pourris. Donc, je ne veux pas globaliser. Mais écoutez, quand même, quand on voit les polémiques qu'on a eues ces dernières années, ces derniers mois, la logique des 80 km/h, la logique des taxes sur le carburant, c'est quand même le produit de gens qui se sont fondés une image de la France qui est l'image de Paris. Se dire on va augmenter les taxes sur le carburant, comme ça les gens feront autre chose que prendre leur voiture. Quand on habite dans la couronne parisienne, qu'on a le RER, qu'on a le métro, je comprends qu'on puisse penser ça. Mais quand on est à l'Albinque, dans une campagne rurale, dans un milieu montagneux, on fait comment pour pas prendre la voiture? On n'a pas le choix, on est condamné à ça. Et ça fait partie des choses, il y en a d'autres, qui témoignent à un moment donné de cet éloignement des réalités. L'économie, c'est pas la start-up nation. Ce qui fait le fond de notre économie, c'est ce qui reste de notre industrie, c'est notre tissu artisanal. Et finalement, on voit que ces réalités-là, ce n'est pas celles qui ont occupé le haut du pavé dans les débats publics depuis maintenant un moment. Et ça, c'est produit d'une déconnexion. L'argument du « et de droite et de gauche », est-ce qu'il n'a pas aussi contribué à faire exploser des façons de penser qui s'étaient installées depuis plusieurs décennies? Si, mais ça, c'est la résultante de ce que je vous disais, en fait, de la disparition des idées dans le débat politique. Parce que... Vraiment? Est-ce que ce n'était pas aussi, finalement, la philosophie du giscardisme? Bon, le giscardisme, c'est jamais réclamé de gauche. Hein. Moi, non, mais Giscard disait la France aime être gouvernée au centre. Ah bah alors ça, après, c'est encore autre chose, c'est possible. Mais reconnaître que la France, elle aime être gouvernée au centre, c'est aussi reconnaître implicitement l'existence de la gauche autant que l'existence de la droite. Le giscardisme, c'était la capacité de faire en sorte que la France, elle survive à l'héritage gaullien, qu'elle se modernise. Et c'est ça qu'il a réussi à faire d'une certaine manière. Moi, Macron aujourd'hui, il ne fait pas du giscardisme. Ceux qui disent non, finalement Macron, c'est le Giscard du XXIe siècle, ils se trompent? C'est tout à fait différent, je pense. Il est aussi dépositaire du devoir de mettre la gouvernance de son pays en harmonie avec son temps. Il y a quand même quelque chose là-dessus, c'est vrai, dans l'incarnation du pouvoir, dans la modernité, dans le vocabulaire, dans le rythme aussi. Bon, après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est un intérêt d'ailleurs d'approfondir le parallèle entre potentiellement Giscard et Macron. Mais moi, je crois que les idées existent, on a besoin d'elles, et l'existence de la gauche, l'existence de la droite, c'est quelque chose qui a du sens. C'est pas parce qu'on dit ça qu'on doit dire qu'on doit nécessairement voir tout d'une manière bipolaire. Et puis, dans l'histoire, on a souvent montré que on n'est jamais totalement de droite, jamais totalement de gauche. Et dans les courants d'idées politiques, il y a multiples courants de droite, multiples courants de gauche. Un des problèmes de la droite aujourd'hui, c'est précisément le fait, à un moment donné, d'avoir vu incarner la droite indifféremment des différentes sensibilités qui existent au sein de la droite. Traditionnellement, du temps où on avait l'UDF, le RPR, on faisait bien la différence entre la droite qui, sur le plan économique, est interventionniste dans la tradition gaulienne, celle qui est très libérale, la droite qui est pour l'Europe, y compris l'Europe très fédéraliste, celle qui est pour l'Europe des nations, plutôt souverainiste, celle qui est progressiste sur le plan des mœurs, celle qui est plutôt conservatrice. Et le RPR était en capacité de tenir un discours clair de ce point de vue-là, de parler à ses électeurs, de diffuser une idée nette. L'UDF faisait la même chose, et ça n'empêchait pas après que pour construire un projet de mandat pour la France ou pour un territoire... On se retrouve ensemble, j'entends bien. Construire quelque chose. Mais l'idée de l'UMP, du coup, c'est quand même... c'était une mauvaise idée? C'est bien la conclusion qu'on peut en tirer aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'UMP, elle a marché, c'était quand elle avait un chef fort. Et que les potentiels désaccords qui existaient sur la base de ce que je viens d'évoquer étaient gommés par le fait qu'il y avait l'adhésion derrière une personnalité et que finalement, ça marchait comme ça. Ça a été avec Chirac, ça a été avec Nicolas Sarkozy. Et puis, quand il n'y a plus eu de chef, eh bien, comment on fait pour tenir un discours commun qui satisfasse ces deux courants historiques? Il faut exploser, du coup, ce ralliement, et il faut que le centre retrouve... Mais maintenant, je crois, oui, mais maintenant, ça va être difficile. Parce que ça a forcé l'UMP à tenir un discours qui était toujours un peu mitigé sur tous les sujets. Et c'était
à moitié satisfaisant pour l'une des familles que je venais d'évoquer, à moitié satisfaisant aussi pour l'autre. Donc bon, on faisait à peu près avec. Sauf que dans l'intervalle, le Rassemblement national s'est efforcé de déradicaliser son discours. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rogné sur la frange de droite, sur la base de ce en quoi les partisans traditionnels du gaullisme, du RPR ne se retrouvaient plus. Et le même mouvement s'est opéré à gauche par l'intermédiaire de ce qu'Emmanuel Macron a construit. Du coup, alors ça c'est très intéressant parce que j'ai besoin de savoir quel avenir vous voyez à la droite qui, j'ai l'impression, se retrouve en tenaille, enserré dans un casse-noix qui va la broyer. L'avenir de la droite, il est indissociable de ce que doit être l'avenir de la gauche. Parce que, en fait, les deux sont dans une situation complètement similaire. C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, il y a l'absence de toute conceptualisation, de tout travail sur ce que doivent être les idées, de ce que doit être un projet de société mis en adéquation avec la modernité du temps dans lequel on vit. Cette absence, elle est générale. Donc, à quoi les gens se raccrochent en l'absence d'une vision il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Aujourd'hui, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Et donc, finalement, la confiance, elle s'adresse à qui? Aux gens qui tiennent un discours dans l'immédiateté, qui est le plus agréable à entendre. Et c'est ça aussi qui crée ce mouvement de zapping permanent. Et donc, entre une gauche qui s'était pas renouvelée, un François Fillon qui a été abîmé par le fossé abyssal entre la vertu qu'il avait dans le discours et puis ce qui apparaissait relativement décevant de l'autre dans les faits, il y a eu un candidat qui était moderne, qui paraissait finalement dire « moi je vais rassembler tout le monde ». Par nature. Et qui a été un parfait stratège, parce que du coup, maintenant, il dit c'est soit le grand rassemblement que je représente, soit les extrémismes. Ce qui est terriblement dangereux, parce que sa volonté, je crois, c'est de miser sur le fait que le Front National n'arrivera jamais au pouvoir, et que donc, tant que son adversaire sera le Front National, par nature, il sera toujours réélu au second tour. Et en quoi c'est dangereux? Vous croyez qu'un jour ça peut s'arrêter, cette réflexion-là? C'est dangereux, parce que ça s'arrêtera comment? Soit parce qu'à un moment donné, pour avoir misé sur le fait que l'adversaire qu'il s'est désigné n'arrivera jamais au pouvoir, celui-ci finira par y arriver, et à l'évidence, on sait que c'est quand même pas très souhaitable, soit parce que ça nous prive de choix. Or, on a besoin, pour une vie démocratique saine, d'avoir un vrai choix. Et aujourd'hui, on s'oriente vers une situation où le choix, on en est un petit peu démuni. Ça veut dire, en deux mots quand même, que la politique d'Emmanuel Macron, elle ne vous séduit pas, elle vous déçoit? Moi, j'ai été séduit par certains aspects et je suis pas dans une logique de condamner l'essentiel. Mais il y a un style qui ne me convient pas. Moi, je trouve, ce que j'aime dans la politique, si vous voulez, c'est que on s'occupe des gens. Il y a mille raisons de travailler pour réussir sa vie. Il y a mille manières de réussir. Quand on s'engage en politique, c'est parce qu'on a envie d'être utile autour de soi et on ne peut pas le faire sans avoir de l'intérêt. Il n'a pas d'empathie, pour les gens. Ce que vous dites. Moi, je ne trouve pas, non. Non, je trouve qu'il y a même plutôt quelque chose parfois d'arrogant. Qui me déplaît profondément. Je ne pense pas qu'on puisse incarner une nation sans que la sincérité de l'intérêt qu'on a pour autrui se ressente davantage. J'aimerais qu'on évoque pendant quelques minutes aussi l'électeur, parce que finalement, il n'y a pas d'échiquier politique sans électeur. Un électeur qui est parfois très contradictoire finalement dans ses demandes. Vous évoquiez l'écologie tout à l'heure versus l'économie. On est pour l'écologie, mais quand elle ne bouleverse pas notre quotidien, est-ce que ça, c'est pas un peu contradictoire? La fiscalité, c'est pareil, on paye trop d'impôts, mais on veut aussi toujours plus d'État. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu schizophrène? Complètement. Et on est tous comme ça. Personne n'est en capacité de donner des leçons pour pointer du doigt les contradictions des gens, parce qu'on est tous empreints de ces profondes contradictions-là. Moi, je suis un amoureux des animaux. Quand je suis sur l'autoroute, que je rentre à Voiron depuis Grenoble, je détourne le regard parce que j'ai pas envie de regarder l'abattoir, ça me fait des frissons, et pourtant je mange de la viande. Donc, on a tous à notre échelle des contradictions différentes comme ça. Mais les contradictions de l'homme, elles ont toujours existé. Elles n'existent pas davantage aujourd'hui que dans le passé. Et puis, il faut qu'on... C'est pas un mouvement qui s'est accru? La logique de contradiction? Oui, cette contradiction-là, de dire je veux tout et son contraire finalement. Écoutez, qui suis-je pour dire que c'est pire qu'avant?
Moi, je connais le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Je n'ai pas vécu dans la société d'hier, mais je pense que c'est consubstantiel à ce qu'est l'homme que d'être empreint de contradictions. Le mouvement des Gilets jaunes, vous évoquiez tout à l'heure cette révolte des territoires à deux vitesses, hein, en gros la politique des grandes villes, des métropoles, et puis la politique qui laisse de côté les territoires ruraux. Vous l'avez ressenti ces dernières années, ça, depuis que vous êtes maire et vice-président du Pays Voironnais? Oui, je le disais tout à l'heure. Moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se manifeste comme ça. La carte électorale de l'Europe, elle a été d'enseignement majeur là-dessus. Vous avez vu ce que ça donne quand même quand on transcrit les territoires qui ont voté majoritairement pour le Rassemblement national et qu'on observe ceux qui ont voté majoritairement pour La République en marche. On a la carte des métropoles versus la carte de la France rurale, quoi. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'on en revient à ce que je disais. Par défaut d'une capacité à construire un projet de société, une vision qui, à ce moment-là, puisse être fédératrice. Quand on s'adresse à des catégories d'électorat, comme on peut construire un projet marketing et qu'on va parler, on va parler aux seniors, on va parler aux jeunes, on va parler aux riches, on va parler aux pauvres, on va parler aux agriculteurs, et on fait un plan pour ci, un plan pour ça, le défaut de cohérence, nécessairement, il encourage le morcellement et la fracture. Et aujourd'hui, personne, et je dis bien personne, à mon sens, ne s'est attelé à ce travail de construction de la synthèse. C'est ce qui manque. C'est ce qui peut-être crée aussi ce sentiment de décohésion, si on peut inventer ce mot, entre les différentes populations, et peut-être aussi cette difficulté à piloter l'ensemble d'une nation. Vous êtes maire de Voiron depuis 2014, le mandat s'achève, vous nous l'avez déjà dit, vous serez candidat à votre succession. On ne va pas faire de grand bilan. Une fierté et une déception. Une fierté, c'est l'hôpital. Parce que c'était quand même le projet sur lequel j'avais fixé moi-même la réussite ou l'échec de ce que je devais entreprendre. Il n'est pas encore ouvert, hein? Non, mais bon, les travaux sont en cours et maintenant on n'a plus qu'à attendre patiemment qu'ils s'achèvent et tout va bien de ce point de vue-là. D'ici un an, un peu plus d'un an. On aura même dans les semaines qui viennent des nouvelles à annoncer quant à la manière dont ils s'organisent, aux filières nouvelles qui le rejoignent. Donc de ce point de vue-là, moi, il n'y a aucun problème. Et je pense que si j'avais échoué, honnêtement, j'arrêtais tout. J'aurais pas pu continuer dans ces conditions-là. Une déception. Après, la déception, c'est le rythme auquel on peut avancer. C'est terriblement frustrant. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu faire qui sont que dans les tuyaux. C'est ce qui justifie que j'ai envie de continuer, d'ailleurs. Mais alors, cette pesanteur du temps de l'action publique, j'arrive pas à m'y accoutumer. Si je devais me mettre la rate au courbouillon, c'est pour ça. Bon, parmi les fiertés, cette semaine aussi, vous avez accueilli le critérium cycliste du Dauphiné, avec la ferme intention d'ailleurs, hein, l'avez-vous dit, d'en faire un argument auprès d'ASO, l'organisateur, pour accueillir le Tour de France dans les 3 ans qui viennent. Et ce n'est pas uniquement votre rêve, à vous écouter. Oui, c'est le critérium. Alors, c'est pas le Tour de France, mais c'est quand même une course qui prépare le Tour de France. Et voilà, c'est une belle course avec un beau plateau. Quasiment tous les leaders pour le Tour de France, donc c'est voilà, un gros rendez-vous ici. Parce que j'ai jamais vu d'arriver, que ce soit pour le Tour de France ou pour le Critérium, et j'en ai profité d'être avec mon neveu pour venir à l'arrivée du Critérium. C'est une animation à Voiron, que ça fait plaisir à tout le monde et qu'on n'a pas tous les jours. Voir les cyclistes, voir l'animation, voir tout, quoi. Parce que j'habite à 20 km, disons, dans un petit village, à La Frette, donc j'ai l'habitude de suivre le Dauphiné et même le Tour de France, quoi. Alors qu'est-ce que ça vous fait de faire des sprints sur les 150 derniers mètres de la ligne d'arrivée du Critérium? C'est bien, c'est rigolo et on peut voir beaucoup de gens, attendre les coureurs et on peut regarder la télé en même temps. Ça fait plaisir. Aussi, comme il a dit, c'est rigolo. Souvent, quand on bat quelqu'un, on est content. Et aussi, on attend les coureurs, là, un peu. On a envie qu'ils viennent. Bon, monsieur le maire, en plus, vous aviez du soleil, ce qui n'était pas gagné cette semaine. Le Tour de France, c'est dans la poche, dans les 3 ans? Ah ou non, c'est une lutte qu'on va conduire pour essayer d'y arriver. Mais franchement,
voyez, au regard de ce qu'on vient de parler et des difficultés de la société, du morcellement, moi, le bonheur que j'ai, c'est d'avoir des moments comme ça. Là, pour le coup, hier, les gens, ils étaient tous rassemblés, ils avaient tous le sourire au visage. Il n'y avait plus de jeunes, de vieux, de riches, de pauvres, de gens qui s'affrontent pour des raisons quelconques. Là, on est dans une belle communion. Ça, c'est ce que la politique locale permet d'avoir. Et puis, c'est ce qui fait l'ambiance et l'atmosphère d'une ville. Et ce genre de compétition, pardon, mais on en revient aussi à l'aménagement du territoire, ça montre aussi les France, les différentes France. Exact, bien entendu. Julien Paula, je vous ai proposé dans cette émission de venir accompagné d'un invité, un invité carte blanche. Vous avez choisi Yann Le Bourdonnec, qui est le chef de la police nationale à Voiron. Commandant, bonjour. Bonjour monsieur. Merci bonjour, de nous avoir rejoints. et merci. Bonjour, commandant. Julien Paula, pourquoi cet invité ? Vous me posiez la question tout à l'heure de quelles sont mes fiertés. Si je devais évoquer ce qui était au rang de mes priorités lorsque je me suis engagé, c'était les questions de sécurité qui étaient importantes. Pour moi, la sécurité, c'est un besoin primaire. La première des libertés, c'est celle de vivre en sécurité. J'avais pris des engagements forts sur ce sujet, sur le déploiement de la vidéoprotection, sur le renforcement des effectifs de police municipale, l'équipement, sur la fermeté du discours et la clarté du discours qu'on peut tenir sur ces sujets. Or, le travail de sécurité, c'est l'une des responsabilités du maire, mais c'est une responsabilité très partagée, et notamment avec l'État et ses représentants. Le commandant Le Bourdonnec est un partenaire du quotidien sur ces sujets de sécurité en tant que chef de la police nationale sur le territoire de Voiron. Et à ce titre-là, on travaille forcément en étroite collaboration au quotidien, chacun évidemment dans le périmètre qui lui appartient. Et donc, on a fait énormément de choses conjointement en matière de sécurité. Je considère que ça reste un sujet qui est un sujet permanent, important. Et à ce titre-là, puisqu'il a lui-même, au titre des responsabilités qui lui incombent, essayé d'innover, d'apporter des nouvelles organisations sur l'impulsion aussi de ce qui était demandé par son ministère de tutelle, j'ai jugé qu'il était intéressant qu'on puisse en parler. Alors sur ce territoire, commandant, vous avez combien d'hommes pour cette zone urbaine autour de Voiron ? Écoutez, le commissariat de Voiron, c'est 50 personnels, enfin 54 parce qu'il y a 4 personnels administratifs, mais sur le terrain, enfin en actif, ce qu'on appelle les actifs, c'est 50 personnes. C'est un tout petit commissariat, c'est un des plus petits de France, puisqu'on travaille, je vous le rappelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Donc c'est comme un système de 3-8, donc il faut tout le temps du monde. Donc 50, ça peut paraître beaucoup, mais c'est finalement pas énorme. Oui, pour travailler tout le temps, effectivement. Monsieur le maire évoquait ce partenariat. Alors, vous savez que c'est souvent une question, et on évoque cette question aussi à Grenoble. Comment est-ce que ça s'organise, ce partenariat avec le maire de la ville-centre, de votre communauté de communes ? Quand vous prenez en compte un service, ça fait 4 ans, ça fera 4 ans demain d'ailleurs que j'y suis, la première chose que vous comprenez, c'est que tout seul, vous n'arriverez pas à faire grand-chose, puisque avec les effectifs contraints, c'est compliqué. Donc, vous tournez naturellement vers le partenariat. Et évidemment, le premier partenaire, c'est la municipalité, et principalement la police municipale, puisque c'est notre interlocuteur privilégié, on va dire. C'est quoi ? C'est une dizaine d'agents à Voiron, Non, pas tout à fait. À terme, ça devrait être ça. On avait 5 agents lorsque j'ai pris mes responsabilités en 2014, on en a 9 aujourd'hui, et puis après il y a tous les ASVP. Donc si on ajoute les ASVP qui doivent être 8 aujourd'hui, effectivement ça fait 17 agents. Donc un partenariat avec la police municipale, pardon. Voilà, entre autres, bien sûr, donc c'est le principal partenaire. Donc là, on fait comme on parle du critérium, on parlait tout à l'heure, il y a un service d'ordre qui est mis en place, la police municipale est partie prenante, le commissariat de Voiron, puis des renforts bien sûr, puisque c'est un gros service. Sur plein de choses, on fait des réunions hebdomadaires, on parle des problématiques communes. Puis après, chacun les siennes. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a des liens permanents, en termes de technologie. Les radios, par exemple, peuvent être connectées. Comment ça se passe ? Là, c'est en cours d'ailleurs. C'est quelque chose qui se met en place un peu partout en France. Actuellement, pour pallier un petit peu à ça, on a une radio de la police municipale au commissariat. Et donc, on peut échanger sans problème dès qu'ils ont besoin d'aide ou l'inverse, quand on a besoin d'eux. C'est très fluide. C'est quoi les gros problèmes de sécurité dans une ville comme Voiron ? Je rappelle 21 000 habitants, la ville-centre du pays voironnais. C'est des problèmes du quotidien, des problèmes d'incivilité, des problèmes de dégradation de mobilier urbain, d'atteinte aux biens, des problèmes parfois plus graves d'agression, d'atteinte à l'intégrité physique. On a le souvenir de braquages un peu spectaculaires. Oui.
Après, c'est difficile de juger le contexte sécuritaire sur la base de justement de ces faits qui sortent un peu de l'ordinaire. Parce que vous pouvez avoir une année objectivement beaucoup plus tranquille que les autres, qui s'achève sur une série d'attaques spectaculaires commises souvent par la même équipe ou le même individu, et puis subitement ça domine l'espace au point qu'on ne retient que ça, et c'est pas forcément juste. Donc c'est vraiment un ensemble global. La priorité, commandant, si vous aviez à la définir sur une ville comme Voiron? La priorité, moi, quand je suis arrivé, c'était le nombre élevé de cambriolages. Ça, c'était quelque chose d'important par rapport à la population, à le ratio. Là où on est content, on est même très content, puisque depuis 2015, c'est une baisse constante tous les ans. Entre 2014 d'ailleurs et 2018, on a eu une baisse de 35% des cambriolages, ce qui est pas neutre. Ce qui veut dire que... alors, il n'y a pas qu'une seule solution, il n'y a pas qu'une seule réponse, bien sûr. On a les outils statistiques qui évoluent chez nous aussi pour permettre d'avoir une analyse plus fine et de pouvoir orienter un peu mieux nos patrouilles. La mise en place de la vidéoprotection, évidemment, est utile tous les jours, au quotidien pour nous. La mairie s'est engagée avec les voisins vigilants, donc qui est un système qui permet aux gens un réseau d'alerte. Voilà, un réseau d'alerte. Vigilance. Oui. Et puis je pense que les gens se protègent aussi un petit peu plus, c'est dans l'air du temps. Hein. Donc à la fois... Il n'y a pas une seule réponse. Dans l'action de terrain et aussi dans la sensibilisation des populations. Oui, et puis dans la clarté du discours qu'on tient. Moi je pense que le discours qu'on tient, il est entendu par les gens honnêtes autant que par les autres. Et selon qu'on soit ferme, clair quant à nos intentions et au fait qu'on n'a pas envie de tolérer quelque déviance que ce soit, eh bien ceux qui ont envie de commettre des actes qu'ils savent illégaux, ils finissent par les commettre là où ils ont le sentiment d'avoir peut-être un peu plus d'impunité. La fermeté du discours, vous le ressentez? Il y a un effet? Ah oui, je pense, oui. Ou c'est un effet de satisfaction uniquement pour les élus? Non, je pense que c'est ce que dit M. Paula est tout à fait vrai. Hein. Moi, en tant que policier, en tant que professionnel, je peux que me féliciter de travailler dans une municipalité, où de tels outils sont mis en place et où on tient un tel discours, forcément. Quand le discours est ferme, les délinquants sont invités à aller voir ailleurs, en gros, c'est ça? Je pense que ça fait partie du message, oui, c'est clair. Et puis après, il demeure, on est dans une société qui est compliquée aussi. On a des prisons qui sont complètement saturées, et par conséquent, une certaine catégorie de délinquants qui sont très difficiles à traiter. Vous voyez, aujourd'hui, moi, le sentiment que j'ai, je ne sais pas si le commandant le partage, mais c'est que nos problèmes de sécurité, ils sont quand même essentiellement le produit d'un nombre très restreint d'individus, et très souvent les mêmes, qui appartiennent parfois à des catégories qui causent un certain nombre de troubles à l'ordre public, parfois importants, mais qu'on n'arrive pas à mettre hors circuit, si vous me permettez l'expression, dès lors que, par exemple, il est très très difficile aujourd'hui de régler le problème des mineurs délinquants. Quand ils sont mineurs, eh bien, la réponse pénale n'est jamais adaptée, ça change brutalement. Dès lors qu'ils deviennent majeurs, subitement, un arsenal permet de faire en sorte de régler les problèmes mieux. Puis la difficulté posée aussi par les problèmes de troubles psychiatriques. Beaucoup de nos difficultés sont causées par des gens dont on nous dit après qu'ils relèvent de la médecine plutôt que du système pénal, sauf que la médecine, elle les met en traitement pendant 3 semaines et puis ils reviennent, ils reposent des problèmes. C'est très difficile à gérer et puis très épuisant aussi parce qu'on a le sentiment de s'en avoir toujours des problèmes avec les mêmes, et puis les gens à la fin ne comprennent pas ça, parce qu'ils disent pourquoi on les voit encore alors qu'ils causent tant de difficultés. Commandant, on ne peut pas ne pas évoquer la délinquance routière. On sait que c'est une des grandes priorités du préfet du département. J'imagine que sur le Voironnais, vous êtes aussi à fond sur cette question? Oui, évidemment, la sécurité routière pour nous est une des priorités. Maintenant sur Voiron, et je touche du bois, depuis que j'y suis, en 4 ans, on n'a pas eu un seul accident mortel. J'espère que ça va durer. On a quelques accidents, bien sûr. On a 1 à 2 accidents graves par an. Beaucoup d'accidents matériels, ça c'est inhérent à la circulation dans les villes notamment. Il faut savoir aussi qu'on organise, nous, au sein du commissariat, une bonne 60aine de contrôles routiers par mois, ce qui fait un peu plus de 2 par jour. Donc ça aussi, ça participe, je pense, à calmer un peu les gens. La pression des élus est très forte sur cette question, non? Tous les deux, on avait de réagir par moi, j'ai pas de pression particulière là-dessus, en tout cas. Non, et puis nous, moi, je n'ai aucune envie de mettre la pression à qui que ce soit. Moi, si j'ai tenu à ce que le commandant soit présent aujourd'hui, c'est aussi pour rendre hommage à son travail et celui des équipes qu'il représente. Parce que on reste quand même dans une société où le rapport à la police, il est toujours cyclique.
Les gens peuvent se sentir tous policiers au lendemain d'un drame où l'un d'entre eux s'est particulièrement distingué. Et puis après, les mauvaises habitudes reprennent le dessus. Puis quand on n'est pas content parce qu'on a été verbalisé et qu'on était en tort, eh bien on en veut à la police. Ça reste quand même des gens qui font un métier qui nous protège, qui n'est pas simple, avec des moyens qui sont jamais suffisants, mais comme ils ne le sont pas non plus dans le milieu hospitalier par exemple. Et ces gens-là, moi je trouve qu'ils ont un mérite et qu'on n'a pas le droit d'être ingrat à leur égard. Donc mettre en valeur leur travail et leur dire merci, c'est aussi quelque chose qui est important. Les caméras de vidéoprotection, il y en a quoi, une cinquantaine Ouais, c'est ça, une cinquantaine. Sur Voiron. Ça va continuer. Il y a un centre de supervision, je crois également. Absolument. C'est des investissements importants. Oui, mais ça va continuer, c'est clair. Et ça va continuer parce que c'est une nécessité pragmatique, c'est pas une question d'idéologie. Nos politiques de sécurité, elles ne sont absolument pas fondées sur la vidéoprotection comme l'alpha et l'oméga des choses. Moi, je dis que c'est un outil dont on n'a plus le droit de se priver aujourd'hui dès lors que la technologie nous l'autorise. J'ai déjà utilisé le parallèle, c'est comme je disais à mes secrétaires de mairie que je leur retire l'ordinateur pour leur remettre la machine à écrire, c'est tout. Donc bien entendu le déploiement doit se poursuivre parce qu'il produit des résultats là où les caméras existent et qu'on constate qu'elles nous font parfois défaut ailleurs, donc il faut y aller petit à petit. Le commandant Le Bourdonnais, qui était votre carte blanche. Commandant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Julien Paula, merci d'avoir été l'invité Merci. du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve tout de suite sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour le supplément, le bonus du Récap Info avec Julien Paula.